La maladie peut être cultivée parce qu'elle permet de continuer à vivre au travers du regard des autres et donc d'avoir ce retour positif de l'extérieur. On va finir par faire comme précédemment de l'auto-sabotage pour casser finalement la progression qu'on est en train de faire parce qu'elle nous fait sortir de cette identification à la maladie. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. 43e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je vous parle de la notion d'identification à la maladie, d'attachement à la maladie. Au travers de 4 comportements très répandus qui peuvent nous empêcher d'améliorer notre qualité de vie et nous empêcher de guérir lorsque cela est possible. Ce sont des comportements qui sont conditionnés par notre ego. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai des conseils pour pouvoir agir sur ces problématiques. La première chose que je vais aborder, c'est le fait de vivre au travers du regard des autres. Je suis malade et je vis au travers du regard des autres. Il y a 2 choses qui sont assez fréquentes, c'est la personne qui veut vivre au travers de la maladie et la personne qui veut se protéger du regard des autres. Alors celle qui veut vivre au travers de la maladie, c'est la personne qui était isolée, ou en tout cas qui s'était isolée peu à peu de son entourage, parce que son entourage était parti, et donc elle s'est isolée, elle s'est retrouvée en tout cas dans une situation où elle était de moins en moins en contact avec son entourage, et depuis qu'elle est malade, son entourage de nouveau se rapproche d'elle. Son entourage prend soin d'elle, prend des nouvelles, vient beaucoup plus en interaction, en échange, à partager des choses. Et donc le fait de s'intéresser à elle, pour cette personne, elle va y trouver son compte. Parce qu'elle vit au travers du regard des autres. Et donc la maladie peut être cultivée, même si la personne dit qu'elle souffre et qu'elle a envie d'aller mieux, la maladie peut être cultivée parce qu'elle permet de continuer à vivre au travers du regard des autres et donc d'avoir ce retour positif de l'extérieur. Il faut imaginer que si 2 options se présentent à cette personne, je peux aller mieux, vivre mieux et peut-être guérir. Mais la contrepartie, c'est que je vais perdre le contact avec mes proches, avec les personnes qui s'occupent de moi aujourd'hui. Ou alors l'autre option, c'est je suis malade, je souffre et je reste malade. Mais par contre, la contrepartie, c'est j'ai des personnes qui s'intéressent à moi, qui s'occupent de moi. Le plus souvent, l'ego va nous amener en première direction vers la maladie. Parce que nous nous identifions tellement à cette maladie que nous vivons au travers d'elle et qu'elle nous apporte un bénéfice qui pour nous est important, que nous refusons très souvent, même si nous sommes en train de dire que nous souffrons et que nous voulons aller mieux. Le plus souvent, notre ego va nous amener à délaisser la santé, à nous auto-saboter, même si nous pouvons aller mieux. Nous faisons des choses pour aller mieux parfois, avec un mieux, et nous allons faire une situation d'auto-sabotage pour entretenir la maladie. L'autre cas qui se rencontre fréquemment dans cette situation, c'est la personne qui veut s'isoler volontairement parce qu'elle a peur du regard des autres, elle ne veut pas que les autres la voient en train de souffrir, que les autres la voient avec la maladie. Donc l'ego va dire on s'enferme. Le problème de cette situation, c'est qu'en s'enfermant, souvent, on ne trouve pas de solution. Et on délaisse, on refuse des activités, des choses qui nous apportent des bénéfices, qui nous apportent du bien-être et qui améliorent notre qualité de vie. Donc à force de s'enfermer, on finit souvent par réduire notre qualité de vie un peu plus et on s'enferme un peu plus dans la maladie. Le deuxième cas que je veux aborder, la deuxième situation, c'est le diagnostic. Je vois des personnes aujourd'hui qui sont de plus en plus fréquentes, avec des maladies comme la maladie de Lyme, la myofasciite à macrophages, la fibromyalgie et d'autres maladies même neurologiques, où les examens sont difficiles à faire, les diagnostics sont difficiles à poser. Et on voit des malades qui passent des mois, des années à aller de médecin en médecin pour avoir un diagnostic. Et le plus souvent, ces personnes naviguent de médecin en médecin parce qu'on leur dit « Non mais vous avez rien, tout va bien, les analyses sont bonnes. » Et le pire de tout, c'est dans votre tête. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on dépense de l'énergie, de l'argent, du temps, et souvent il y a du stress.
Et le problème, c'est que tout ce temps qui est mis là-dedans, toute cette énergie, pourrait être mis pour faire d'autres choses bien plus efficaces. Je ne dis pas que le diagnostic ne sert à rien, loin de là. Le diagnostic peut avoir un intérêt, mais dans la majorité des cas, on peut commencer à faire des choses sans le diagnostic. On peut agir sur la cause de la maladie. Et tout ce temps qui s'écoule sans agir sur la cause de la maladie, c'est du temps qui est écoulé sur lequel on ne pourra plus revenir. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui s'est écoulé en courant après le diagnostic sans se mettre dans une situation où on agit sur la cause de la maladie, c'est une journée qui est passée derrière nous. Alors vous avez peut-être cette question, mais comment agir sur la cause de la maladie si on n'a pas de diagnostic? C'est une question très pertinente. Pour agir sur la cause de la maladie, il faut comprendre la cause de la maladie. Et le diagnostic ne nous permet pas forcément de comprendre la cause de la maladie. Si vous avez des symptômes, le simple fait de voir les symptômes que vous avez, l'état de vos organes excréteurs, l'état d'encrassement du corps, votre état énergétique, et ensuite de connaître un peu votre mode de fonctionnement au niveau alimentaire, activité physique, repos, pour ce qui est assez facilement, on va dire, physique et palpable, mais aussi le côté mental, émotionnel, votre état d'esprit et des choses qui sont plus subtiles, on peut déjà avoir un beau visuel pour agir. Et on peut utiliser ce temps et cette énergie qui parfois est dépensée pendant 5 à 10 ans pour pouvoir avoir un diagnostic et se mettre une belle étiquette sur le front en disant « je suis avec cette maladie, je suis malade de ça », et bien ce temps-là, on pourrait l'utiliser aussi pour des choses bien plus bénéfiques pour vous. Cela n'empêche pas après de chercher un diagnostic, mais en tout cas on peut agir réellement sur la cause dès maintenant. Ensuite, pour notre ego, pourquoi on court après un diagnostic? Parce que notre ego est rassuré. À partir du moment où on a une belle étiquette sur le front qui nous dit « vous avez un diabète, vous avez la maladie de Lyme, vous avez une fibromyalgie, ou vous avez telle ou telle maladie », ah, je suis rassuré. En tant qu'ego, je suis rassuré. Monsieur Ego va bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet et on va regarder tout ce qui se passe par rapport à cette maladie. Et alors là, on voit des choses des fois catastrophiques, des choses qui nous mettent le moral dans les chaussettes, parce que, oh là là, mais on va jamais pouvoir guérir. C'est une catastrophe, cette situation. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence à partir sur la troisième phase. Le troisième niveau, c'est l'identification à la maladie. Je m'identifie à une maladie et par la suite à un groupe. Donc je suis malade, je m'identifie à la maladie, donc avec tous les symptômes qui vont avec. Si je n'en ai pas encore certains, ils risquent d'apparaître. Je vois aussi qu'en moyenne, on ne progresse pas, on n'a pas réellement d'amélioration. Même si on a des améliorations, elles sont souvent modestes, au prix d'efforts énormes. Donc on finit par être dans la certitude que ça ne marchera pas, qu'on ne pourra pas progresser. Et même si on voit des possibilités qui nous permettent d'aller mieux, on ne les mettra pas en place, ou alors on va les mettre en place de manière partielle, où on va finir par faire comme précédemment, de l'auto-sabotage, pour casser finalement la progression qu'on est en train de faire, parce qu'elle nous fait sortir de cette identification à la maladie. Au-delà de l'identification à la maladie, pour notre ego, il y a une chose qui est très importante, c'est l'identification à un groupe. On s'identifie à un groupe parce que ça nous rassure. Ça nous rassure de faire partie d'un groupe, d'exister dans un ensemble plus grand dans lequel on se sent au milieu, on ne se sent pas isolé, on se sent entouré. Et c'est bien, il y a de nombreux groupes sur Internet, des groupes de soutien qui sont très intéressants parce que justement, on se soutient. Mais une des choses que je reproche à ces groupes qu'on trouve sur Internet, en tout cas dans un certain nombre de groupes, c'est qu'on y trouve des propos qui sont parfois extrêmement violents. J'en discute avec des personnes qui sont sur ces groupes et je vois parfois les propos en passant dans ces groupes. Ce sont des propos des fois qui sont extrêmement violents. Quand on est dans cette situation de maladie, où on est déjà dans une situation parfois de dévalorisation personnelle, de manque de respect vis-à-vis de soi, de manque d'amour vis-à-vis de soi, d'être envahi par des propos qui sont violents, par des propos qui ne sont pas dans une dynamique positive, dans une dynamique où on va se sentir réconforté pour avancer dans une bonne direction, c'est encore pire. Alors si ces groupes peuvent aider beaucoup de gens, ces groupes peuvent aussi être une action qui se met au détriment de nombreuses personnes. Et j'ai pu échanger avec des personnes qui m'ont dit « mais moi je ne suis plus dans ces groupes parce que c'est
ça m'a trop parasité. Je refuse maintenant d'aller sur ces groupes parce que c'est trop violent, il y a trop de propos négatifs. Quand on partage, on doit partager des choses qui vont aller dans le bon sens. Et le problème souvent, c'est que quand on est dans un groupe fermé, certes ça peut rassurer notre ego, mais le problème c'est que quand on est dans un groupe fermé, on est souvent limité en termes de perspective. Il y a une chose qu'on a pu observer, c'est que nous allons avoir une évolution qui va être dépendante des personnes qu'on va fréquenter le plus. Les personnes qu'on fréquente le plus, que ce soit au travers de groupes, au travers d'amis qui peuvent être en meilleure santé ou en moins bonne santé ou avec les mêmes problèmes que nous, ces personnes-là vont nous tirer vers le haut, nous maintenir dans un état stable ou nous tirer vers le bas. Et donc, quand nous sommes avec des personnes qui nous maintiennent dans un état stable, voire qui nous tirent vers le bas, c'est très compliqué de se tirer vers le haut, de se hisser vers le haut. Et souvent, quand on est dans un groupe avec des personnes qui surnagent et qui essayent de ne pas couler, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va arriver à réellement sortir de l'eau? Le plus souvent, on va essayer de se débattre comme on peut, on s'appuie sur l'autre pour essayer de ne pas couler. Quand on s'appuie sur l'autre, l'autre met la tête sous l'eau, forcément. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui va s'appuyer sur nous pour essayer de respirer, pour ne pas mettre la tête sous l'eau. Et donc nous, à ce moment-là, hop, on coule, on met la tête sous l'eau. Et on auto-entretient la situation, et souvent, à force d'auto-entretenir, ça se détériore, et on finit tous par couler. Alors je ne vous encourage pas à quitter ces groupes, si vous trouvez un intérêt là-dedans, bien évidemment, mais sachez que vous avez besoin aussi de personnes qui vont vous tirer vers le haut, de personnes qui vont avoir des solutions pour vous aider à vivre mieux. Vivre en permanence dans un microcosme où on auto-entretient des pensées qui nous tirent vers le bas, des conseils, des mots qui finalement nous entretiennent dans cette situation basse, voire encore plus basse, ne vous aidera pas à aller mieux. Le quatrième et dernier point que je veux aborder, c'est la notion de flexibilité. On nous apprend qu'il faut faire les choses et que pour faire les choses bien, il faut respecter à la règle ce qu'on nous dit. Et d'ailleurs, dans cette notion-là, il y a une belle dualité qui se crée de dire « j'ai bien fait » ou « j'ai mal fait »,« j'ai réussi » ou « j'ai échoué ». Non, on fait quelque chose, ça se passe bien, génial, ça ne se passe pas comme on le souhaitait, on remet les choses en question. Et même quand ça se passe bien, on peut remettre les choses en question pour les améliorer encore. Il faut imaginer que nous sommes tous des personnes uniques. Et par conséquent, une même méthode, abordée de la même manière, ne donnera pas forcément les mêmes résultats sur chacun. Quand vous suivez une méthode à la lettre, parce que vous l'avez lu dans un magazine, dans un livre, ou même à la suite de conseils, vous suivez à la lettre, parfaitement, vous êtes un bon élève. C'est bien, très 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 bien. Et donc ça rassure notre ego, je fais bien. Le problème, c'est que si vous avez un mur qui se présente en face de vous, et que vous êtes trop rigide, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à avancer tout droit et foncer dans le mur? Ah, vous avez bien foncé dans le mur. Mais par contre, c'est bien, vous avez bien respecté comme un bon élève. Génial. Sauf que vous avez quand même foncé dans le mur. Et généralement, quand on fonce dans un mur, on se fait mal. Ou alors, c'est d'accepter de dire « je suis flexible ». Je suis flexible et donc, s'il y a un mur qui est devant moi, je vais accepter d'être flexible et de passer à côté. Et c'est là l'importance d'écouter son corps. L'importance de regarder les choses sous plusieurs angles. Et donc maintenant, je vais aborder la partie plutôt conseil. Par rapport à la flexibilité, mon conseil, c'est de se dire que si vous abordez quelque chose comme ça, que ça ne marche pas. Il ne faut pas se dire « mais ça, c'est une méthode de merde, ça ne fonctionne pas, c'est nul. Lui, il m'a donné des conseils, mais il n'y comprend rien. » Posez-vous plutôt la question de personnaliser les choses. Posez-vous la question de dire « cette méthode-là, peut-être qu'elle fonctionne, ou pas. Si elle ne marche pas sur moi, je change de méthode. » Par contre, peut-être que cette méthode fonctionne, mais qu'elle n'a pas été suffisamment personnalisée. Peut-être que la première approche comme ça n'est pas la bonne. Peut-être qu'il faut aborder les choses sous cet angle, ou alors sous cet angle. Ah, ça ne marche pas. Et sous cet angle, oh, ça marche, génial! Il est nécessaire de personnaliser les choses parce que nous sommes tous uniques. Heureusement, il n'y a pas une méthode unique qui fonctionne. Si on doit dire la seule méthode qui fonctionne, c'est celle que votre corps adopte
pour avancer efficacement. Et donc, elle est personnelle cette méthode. Elle est valable uniquement pour vous. La méthode qui fonctionne, elle est valable uniquement pour vous. Pas pour tout un chacun, pour vous. C'est votre méthode à vous. Et si on doit transposer ça, c'est ce qui fonctionne pour vous. C'est ce qui fonctionne pour votre voisin, c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est ce qui fonctionne pour vos parents, pour vos enfants. Mais pas pour tout le monde. C'est une méthode unique. Et la chance, c'est qu'il y a plein de choses, la chance que nous avons. Il y a plein de méthodes qui existent, qui donnent des bons résultats. Maintenant, est-ce que vous adhérez à cette méthode? Est-ce que vous vous sentez bien avec cette méthode? Et ensuite, est-ce que vous abordez cette méthode sous le bon angle, par rapport à vous-même? Moi, s'il y a une chose que j'adore, c'est quand une personne vient me voir pour le deuxième rendez-vous, la deuxième séance, et me dit « ça, j'ai pas réussi à le faire comme vous me l'avez conseillé. J'ai fait ça à la place. » Ça, j'adore, parce que la personne est confrontée à une situation problématique, soit par rapport à son emploi du temps, soit par rapport à sa gestion, soit par rapport à comment elle vit les choses. Et à partir de ce moment-là, elle a adapté, elle a commencé à s'approprier ce que je lui ai conseillé de faire. Et ça, c'est génial parce que quand on commence à s'approprier les choses, on devient flexible. On n'est plus juste sur un programme qui est établi jour après jour, il faut suivre les choses. Ça ne marche pas, à moins que ce soit vous qui avez établi le programme pour qu'il vous corresponde pile poil. Sinon, c'est d'être très scolaire et on suit les choses. Mais si quelque chose se passe pas comme prévu, vous n'arrivez plus à le gérer. Donc il faut s'approprier une méthode. Il faut s'approprier les choses pour arriver à les faire correctement et à se sentir bien dedans. Donc ça, c'est mon premier conseil concernant la flexibilité. Concernant le diagnostic, je vais vous donner un exercice à faire si vous vous identifiez trop à votre diagnostic et à votre maladie. Vous prenez une étiquette autocollante ou un papier sur lequel vous allez mettre du scotch et vous allez noter le nom de la maladie que vous avez ou du problème que vous avez. Vous le collez sur le front. Vous allez vous voir dans la glace avec ça. Et vous prenez conscience que vous vous identifiez à cette problématique, à cette maladie. Et à ce moment-là, vous commencez à l'enlever en étant conscient que ça vous a peut-être aidé un moment, parce que ça vous a permis de vivre grâce à votre ego, au travers de votre ego. Mais il faut dire à monsieur ego, calme-toi. Calme-toi, monsieur ego. T'inquiète pas, tout va bien aller. Vous prenez ce papier en acceptant qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vivre au travers de la maladie. Vous le déchirez, vous le brûlez, vous le jetez. Et à partir de maintenant, vous allez vous identifier à des choses qui sont plutôt compatibles à la santé et pas qui vous identifient à la maladie. Mon troisième conseil va être par rapport à l'appartenance à un groupe, à l'identification à un groupe. C'est bien d'avoir un groupe parce que ça peut nous rassurer. Mais dites-vous que ce groupe doit vous aider à vous tirer vers le haut. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous en détachiez. Ça ne veut pas forcément dire de lâcher totalement le groupe, ça veut dire de vous ouvrir à d'autres possibilités, d'aller vers d'autres personnes qui pourront vous aider, vous tirer vers le haut. Ça m'amène aussi au regard par rapport aux autres. Quand je parlais de la rigidité, le regard des autres, vos croyances, toutes ces choses-là sont des choses que vous croyez, que vous prenez comme des vérités. Et si vous pensez ça comme une vérité, si vous prenez ça comme une vérité, c'est vrai. C'est vrai et vous avez raison. Le problème, c'est que vous avez le pouvoir de changer les choses ou de rester dans cette situation. Et si vous restez dans cette situation en pensant que vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pourrez pas faire autrement. Ça, c'est un peu aussi un mix avec la rigidité. Si vous vous ouvrez, vous pourrez faire autrement. Et par rapport à ça, je vais même aller plus loin. Vous savez, la science est une très belle chose. Et en même temps, la science est quelque chose d'ultra rigide. Parce que la science nous dit rarement « ça, pour moi, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça, on ne le comprend pas. Mais peut-être que ça existe et que demain, on pourra le découvrir. » Quand c'est faux pour la science, c'est faux et c'est du charlatanisme et ça n'existe pas. Je vais vous donner un exemple. En médecine chinoise, on utilise l'acupuncture et les méridiens depuis plus de 5000 ans. Il a fallu attendre ces dernières années, il y a quelques années, je ne sais plus trop combien d'années, des études scientifiques ont pu montrer que les méridiens d'acupuncture, en tout cas que les points d'acupuncture, étaient bien existants.
il aura fallu 5000 ans. 5000 ans entre ce que nous apprend la médecine chinoise et ce que la science nous apprend pour nous dire en fait, oui, ça c'est vrai. Ça fait 5000 ans qu'on le sait, mais la science vient de nous dire, oui, c'est vrai. Bravo la science. Donc je caricature un peu les choses parce que ce n'est pas forcément toujours comme ça, mais il faut savoir que quand des scientifiques mettent en avant quelque chose qui est trop en avant pour l'ego de la communauté scientifique, cela va être décrié. Les scientifiques en question vont être dénoncés, rabaissés, mis au placard. Leur carrière est parfois ruinée. Pourtant, ils pouvaient avoir raison, mais c'était trop en avant pour l'ego de la science. Alors sachez que ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas encore comprise, n'a pas été validée par la science, qu'elle ne fonctionne pas. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'existe pas. Vous savez, les choses que l'on voit, par exemple, le monde visible, c'est une toute petite partie du monde qui nous entoure. La Terre où nous vivons, c'est une toute petite partie de l'univers. Alors, monsieur Ego, on se calme parce que notre connaissance est toute petite. Et il faut accepter d'être ouvert et de regarder ce qui se passe autour de nous. Et je vous incite à être ouvert pour pouvoir avoir de nouvelles perspectives et pour saisir les opportunités qui vont vous permettre de vivre mieux et de guérir lorsque cela est possible. Et je vais finir sur mon conseil par rapport au regard des autres. Vous n'avez pas besoin du regard des autres pour vivre. Vous avez peut-être toujours vécu là-dedans parce que ça vous rassurait, ça rassurait Monsieur Ego. Mais dites-vous que vous n'avez pas besoin du regard des autres pour vivre. Vous avez besoin de votre propre regard sur vous-même. Vous avez besoin de faire des choses qui sont importantes pour vous, qui vous apportent du bien-être. Et je vous conseille aujourd'hui, au lieu de mettre de l'énergie sur le regard des autres pour vous identifier au travers du regard des autres, mettez de l'énergie sur des choses qui vous font du bien, sur des choses qui vous apportent du bien-être. Dans tous les cas, ça améliorera votre qualité de vie. Je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo.